Ok, on est en 2025 et on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire que d'un côté, on a les caméras, on a l'impression que tout le monde s'en fout, plus personne utilise ça pour filmer. En même temps, on a des smartphones qui sont censés être là pour appeler, et en fait maintenant les gens se mettent à filmer avec. Et on a les appareils photo, et les gens filment avec des appareils photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démêler le vrai du faux pour savoir, pour t'aider toi si tu veux commencer la vidéo aujourd'hui, savoir quel matos il te faut pour faire des vidéos qui claquent en fonction de ton besoin. C'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par parler des caméscopes. Pour être honnête, je m'en suis jamais servi de ce genre de truc. C'est pour ça que j'ai dû aller chercher une petite image sur Google Images et de vous montrer ça sur mon iPad. Ça me semble légitime de se demander pourquoi ne pas filmer finalement avec une caméra. On veut faire de la vidéo, on veut faire des films, et utilisons une caméra, ça paraît être l'objet idéal. Alors attention, quand je parle de caméscope, c'est pas les caméscopes grand public, les trucs pas chers pour filmer Kevin qui souffle ses 5 premières bougies. Non, c'est pas ça. Là, on parle vraiment de caméscope de pro, avec des fonctionnalités assez avancées, beaucoup de boutons, bref, quelque chose de sérieux. Quels sont les avantages de ça? Premièrement, en termes de forme, pour l'utilisation, c'est vrai que c'est assez pratique. C'est-à-dire qu'en général, ce type de caméra, on va pouvoir la tenir comme ça. Il y a un viseur, donc on va pouvoir la mettre potentiellement, la poser sur l'épaule. On va pouvoir également, avec la poignée, la tenir comme ça par au-dessus. Enfin, en termes d'usage, ça paraît quand même assez pratique pour filmer des plans fixes ou même des mouvements de caméra. Ensuite, on a pas mal de boutons qui sont directement sur l'appareil, donc ça nous évite d'aller naviguer dans des menus. On a également pas mal de connectiques. Bien souvent, on a des prises XLR pour brancher des micros professionnels directement dessus. Bref, ça va être un appareil qui est assez fiable parce qu'il a été pensé uniquement pour la vidéo, donc on va pouvoir tourner en longueur avec. Il n'y aura pas trop de problèmes de bugs, de surchauffe, de plantage logiciel ou je ne sais quoi. Et en plus, dernière chose, on va souvent avoir un zoom optique qui est très performant. Par exemple, là, ce modèle-là, c'est du zoom optique x20. Donc par exemple, ça serait l'équivalent du 24-480 mm. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'énorme. On se dit, en fait, ça paraît être la caméra idéale pour faire tout type de projet. Donc pourquoi ne pas filmer avec ça? Eh bien, la principale différence, elle va venir de la taille du capteur. Et oui, la taille du capteur, en fait, sur une caméra comme ça, elle va être toute petite parce que ça va nous permettre justement d'avoir un zoom optique qui va très loin. Donc on va avoir un capteur en général qui est assez petit, en tout cas beaucoup plus petit que sur un boîtier photo. Et qu'est-ce que ça implique d'avoir un grand capteur sur un boîtier photo? Ça va nous permettre déjà d'avoir une énorme sensibilité en basse lumière. Donc si on filme de nuit, le soir, etc., on aura une super qualité avec un grand capteur. Et en plus de ça, on va pouvoir avoir une faible profondeur de champ, parce que plus le capteur est grand, plus on va avoir de jolis effets de bokeh, de flou d'arrière-plan et également de flou de premier plan. Avec une caméra comme ça, c'est à peu près impossible d'avoir un effet de flou vraiment créatif, artistique. Donc finalement, c'est une caméra qui est vachement adaptée pour faire de la configuration, je sais pas, reportage, captation d'événements sportifs, parce qu'on va pouvoir filmer en plan large, aller chercher un truc de très loin en plan serré, mais donc c'est plus finalement pour l'information qu'on va filmer que ça va être intéressant que pour le côté esthétique, le côté visuel de la chose. Si on résume, grosso modo, avec ça, on va avoir un look qu'on pourrait appeler télévision, et avec ça, on va avoir un look cinéma, le fameux look cinéma que tout le monde recherche. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je filme avec un boîtier. Je fais pas de photos, perso, je fais jamais de photos avec mes boîtiers, donc c'est pas parce que c'est photo vidéo, je m'en fiche complètement, mais c'est vraiment pour ce côté look cinéma. Maintenant qu'on a évacué le caméscope sur le banc de touche, c'est parti, remplaçant. Et parlons des deux autres options qui nous restent, c'est-à-dire le boîtier hybride photo-vidéo et le smartphone. Le boîtier hybride photo-vidéo, pour moi, c'est la meilleure option pour avoir un rendu haut de gamme. Une image vraiment cinéma, une image premium qui claque, où on se dit, ok, putain, cette image, ouais, ça a été fait par un pro, et là, ça se voit. Pourquoi ça? Parce que, tout simplement, encore une fois, l'histoire du capteur, donc je vais pas redire exactement la même chose, mais voilà, grand capteur égale forcément très bonne qualité d'image, notamment en basse lumière, où c'est vraiment là que la différence va se faire, mais même d'une manière générale, en plein jour, etc., on va vraiment ressentir ce côté image chiadée, qu'on se régale à regarder. Et en plus, vu qu'on peut changer l'objectif, on peut aller chercher plein d'objectifs différents. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un objectif ultra grand angle, on va pouvoir mettre
un zoom qui va très loin pour faire par exemple de l'animalier ou de l'image de sport. On va pouvoir mettre également un objectif macro pour faire des images de très près sur des détails. On va pouvoir mettre également des objectifs stabilisés, polyvalents, donc du coup qui vont être assez légers pour faire des images en run and gun. Et on va pouvoir aussi mettre des objectifs un petit peu plus haut de gamme qui vont avoir des très grandes ouvertures pour faire rentrer encore plus de lumière et avoir une faible profondeur de champ. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas faire ni sur un smartphone ni sur un caméscope. Donc c'est pour ça finalement que les pros aujourd'hui filment tous avec ça. Ça fait vraiment une différence et ça permet vraiment de se rapprocher de ce qu'on voit sur les plateaux de tournage au cinéma ou même pour les séries télé. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des super caméras et ils vont changer d'objectif en fonction du besoin qu'ils vont avoir sur chaque scène. Autre avantage d'un boîtier hybride photo-vidéo, c'est que on va pouvoir paramétrer les menus d'une manière très détaillée, très sophistiquée, beaucoup plus que sur un smartphone, et on va pouvoir choisir des réglages qui sont très avancés, notamment dans les formats d'enregistrement, ce qui va nous permettre d'avoir une image haut de gamme qui est très peu compressée, qui garde un maximum d'informations et donc qui va nous rendre finalement une image très pro. Et donc on va pouvoir extraire de ces images, quand on va ensuite faire le montage et exporter notre vidéo, un rendu très peu compressé, très peu dégradé. Et évidemment, quand on veut faire des images pro, c'est ça qu'on recherche. On n'a pas envie d'avoir un boîtier qui nous fournit des images compressées, qui pèsent pas lourd, machin, qui sont utilisables immédiatement. Ça, c'est ce que va rechercher finalement un débutant ou un amateur. Mais quand on est pro, on a vraiment envie de pouvoir rentrer en profondeur dans le réglage, de pouvoir maîtriser ce qu'on fait et d'aller chercher vraiment un niveau supérieur. Et ce qui est pas mal au final, c'est qu'avec des boîtiers comme ça, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout paramétrer en manuel, on va avoir vraiment une possibilité de rentrer en profondeur dans les réglages, mais on va aussi pouvoir paramétrer pas mal de choses en auto. Donc par exemple, l'autofocus est très performant aujourd'hui sur ces machines. Si on débute totalement, on peut commencer en mettant par exemple la balance des blancs en automatique, voire l'exposition, si on veut se faire la main et petit à petit rentrer dans du manuel. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tout de suite obligé d'arriver et de tout comprendre, tout maîtriser les réglages. Non, on peut démarrer progressivement, on se mouille la nuque, on se dit je vais commencer un petit peu en mode auto et puis on va voir petit à petit. Moi aujourd'hui, quand je veux faire des images de pro qui claquent, qui déchirent tout avec un client par exemple qui est prestigieux, j'ai pas de doute, je vais prendre mon boîtier, en l'occurrence mon Lumix S5 II. Maintenant, ça me semble important également de présenter quels sont les inconvénients d'utiliser ce type de caméra par rapport par exemple à un smartphone qu'on présentera juste après. Premièrement, je dirais le côté imposant du setup, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui prend pas mal de place, qui est assez lourd. Là en plus c'est sans accessoires, mais quand on va commencer à mettre des accessoires dessus, un micro, une cage, des filtres, des machins, etc. Voilà, on va arriver finalement avec un setup qui prend de la place et mentalement, voilà, c'est un gros setup. Du coup, ça va générer une certaine friction mentale à l'idée de tourner avec cette config. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, il va falloir charger la batterie en avance, il va falloir préparer une carte SD, il va falloir configurer les menus, il va falloir se dire ok, quel objectif j'emporte, mettre ça dans le sac, etc. Et si on a envie par exemple de faire un tournage d'une manière très spontanée, rapidement sortir le matos, ou alors même c'est pas forcément prévu de tourner, et en fait ça va être un gros frein parce qu'il va falloir penser à emmener ça avec nous, il va falloir le paramétrer, prendre les accessoires, les batteries, les cartes SD, etc. Donc ça demande une certaine organisation de préparation déjà, et au moment où on est sur place, si on veut filmer quelque chose, c'est tout con, mais juste le fait par exemple de sortir le boîtier, de l'allumer, potentiellement de mettre l'objectif dessus, etc. On va passer facilement 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes à finalement être apte, prêt à tourner comme on dit dans le jargon. Alors que si on utilise un smartphone, en fait ça va être instantané. C'est-à-dire que ça va prendre 5 secondes, grand maximum si le smartphone est dans la poche. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte si on a envie de faire des tournages très rapides, très spontanés. Il y a une autre chose moi qui me semble primordiale à évoquer, c'est qu'est-ce que ça va générer auprès des gens qu'on va filmer. Si on est par exemple sur un tournage où tout le monde est au courant que c'est un tournage, il n'y a pas de débat, ça pose pas de problème de tourner avec ça. Maintenant, si je viens faire une captation d'événement, ou alors je sais pas, moi je vais filmer un truc un peu intime avec pas beaucoup de gens, etc. qui sont pas forcément à l'aise avec une caméra, ça va peut-être les gêner d'avoir quelqu'un qui prend soit des photos ou des vidéos avec un boîtier comme ça, qui est assez imposant. En fait, quand on se retrouve face à quelque chose comme ça, on peut, voilà, ça peut faire bizarre. Alors que quelqu'un qui arrive avec un smartphone, ça ressemble à n'importe quel kéké du coin qui fait son petit selfie et machin. Donc, si on a envie d'être un petit peu discret, d'être en immersion, de se rendre invisible en tant que vidéaste, le smartphone ici peut
avoir son avantage. Et enfin, dernier inconvénient de ce type de boîtier, c'est que la courbe d'apprentissage est plus lente que par exemple sur un smartphone. C'est-à-dire qu'avant de maîtriser le mode manuel et d'être vraiment fier de ces images, voilà, il va falloir être prêt à passer un petit peu de temps, regarder quelques tutos de Théo Mandar, voire même lui acheter ses formations parce qu'elles sont excellentes et que là, c'est une accélération sur la courbe, mais malgré tout, ça reste effectivement plus lent que sur un smartphone où on va pouvoir rapidement filmer des images de pro. Mais je pense qu'il est temps de décortiquer le vrai du faux concernant les smartphones. Le smartphone va-t-il remplacer toutes les caméras? Les vidéastes vont-ils tous être remplacés par les Kevin qui font leurs images et regarde, je fais de la vidéo? Mettons un petit peu de nuance, s'il vous plaît. Ne faisons pas du Éric Zemmour manichéen, le bien, le mal, non, c'est plus complexe. Donc le smartphone, comme je vous ai dit, eh ben, il a pas mal d'avantages finalement par rapport au boîtier, mais on verra qu'il a aussi des inconvénients. Quels sont les avantages? Par rapport à ce que j'ai dit avant sur les inconvénients du boîtier qui prend de la place, machin, ça met 2-3 minutes à le configurer, là c'est le smartphone. Moi par exemple j'ai l'iPhone 15 Pro, j'ai paramétré le bouton action sur le mode caméra. Donc en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que vu que je l'ai toujours sur moi, mon smartphone, imaginons que là je suis sur une scène et je me dis putain waouh, faut que je filme, et dans la poche, paf, je dégaine, j'appuie sur le bouton action et paf, ça tourne. Donc c'est vraiment très rapide, ça prend, allez, on va dire 5 secondes grand maximum. Donc ça, c'est déjà un des grands avantages. Moi, j'ai travaillé 2 étés de suite pour l'UCPA sur des séjours rando. Là, ce qui était vraiment sympa, c'est que du coup, je faisais ma rando normal et mon objectif c'était de faire un maximum d'images. Donc dès que je voyais un truc sympa, un paysage, on croisait un animal, on croisait des gens, etc., je voulais faire un petit bout de face caméra, j'avais juste à sortir le téléphone, à lancer l'application caméra et en 5 secondes finalement j'étais prêt. Donc ça c'est vraiment adapté et je sais très bien que si j'étais parti avec un boîtier comme ça aurait été l'enfer. En fait ça m'aurait vraiment saoulé parce que j'aurais mis trop de temps à lancer ma config et j'aurais loupé des événements parce que des fois il y a un animal qui passe, on n'a pas le temps de sortir ça. Sauf si on fait par exemple de l'image animalière où on est là que pour ça et on garde notre boîtier du coup genre clipsé ici sur un support et potentiellement le boîtier même on va le garder allumé pour être réactif. Mais là je parle plutôt dans des configs où on a envie à la fois de profiter et également de faire des images. Et surtout la raison qui fait que c'était vraiment génial d'être à l'iPhone, c'était que justement j'étais dans des groupes de vacanciers qui n'étaient pas forcément venus là pour se faire photographier, filmer, etc. Donc mon objectif c'était également de rester discret, d'être en immersion dans le groupe et je sais très bien que si j'étais arrivé avec un gros boîtier comme ça, ils se seraient pas forcément sentis à l'aise, ils auraient senti une présence d'une caméra dans le groupe. Alors que là, avec mon smartphone, encore une fois, je ressemble à tout le monde qui fait ses petites photos de vacances. Autre avantage très intéressant du smartphone, c'est la stabilisation intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, on a une stabilisation à la fois optique, mais surtout électronique, qui est ultra performante. Les smartphones ont beaucoup d'avance par rapport au boîtier sur tout ce qui est logiciel, tout ce qui est algorithmique. Et moi, je filme à l'iPhone parce que je considère vraiment que c'est la meilleure marque pour faire des images de pro. Et je sais que par exemple, sur ma chaîne de rando Ciao Panam, où je filme tout comme ça à la main, au format running gun, j'ai aucun accessoire, je reçois souvent des commentaires de gens qui disent ouais, tu utilises quoi comme matos? Est-ce que tu as un stabilisateur externe? Est-ce que tu as ceci, tu as cela? Non, en fait c'est juste que c'est tellement bien stabilisé sur le smartphone de base que j'arrive à faire des images ultra fluides même en marchant. Donc ça finalement c'est un pur atout, clairement. Le machin est ultra compact et léger et on peut faire des images vraiment ultra fluides malgré tout. Je mettrai aussi en avant la facilité d'utilisation parce que encore une fois, je lance mon application appareil photo et en fait le mode auto de l'iPhone est très performant. Donc du coup sur mes vidéos de rando, je filme tout dans l'application par défaut et je vais tout simplement lancer l'enregistrement. On peut sur un smartphone installer une application avancée pour pouvoir paramétrer à la main tout ce qui est exposition, balance des blancs, vraiment rentrer en profondeur un petit peu comme si on était sur un boîtier. Mais moi personnellement dans mon usage run and gun, je suis très satisfait du mode auto de l'iPhone et du coup je fais tout dans l'application appareil photo de base. Forcément ça génère une facilité d'utilisation qui est incroyable. En fait j'ai qu'une seule chose à penser, c'est mon cadrage. Oui, ça veut pas dire qu'on filme au smartphone donc on fait ça à l'arrache, hop là je fais des images et c'est pro. Non, il faut quand même savoir cadrer évidemment, mais tout ce qui est réglage, j'ai pas besoin de m'en occuper et ça c'est vrai que c'est un allègement mental incroyable. Maintenant pour terminer, donnons les inconvénients du smartphone par rapport
à un boîtier. Premièrement, c'est qu'on va pas pouvoir avoir cette fameuse faible profondeur de champ qu'on a avec un grand capteur. Je vous ai pas parlé encore là de la taille des capteurs, mais sur un smartphone, même si ça a vachement progressé, on a un capteur qui est quand même beaucoup plus petit que sur un boîtier hybride, notamment en plein format comme sur mon Lumix S5 II. Ce qui fait que forcément, on ne pourra pas avoir ce flou d'arrière-plan qui est très léché, qui est très esthétique. On aura quand même un petit flou avec un smartphone parce que forcément c'est un capteur d'une certaine taille, donc ça génère quand même du flou, mais ça sera pas pareil. Et ne me parlez pas du mode cinématique qui est absolument dégueulasse, qui était apparu à la base que sur les photos, donc c'était le fameux mode portrait, enfin ça existe toujours. Et moi je trouve ça dégueulasse, dès que je vois une photo comme ça, je regarde le détourage et ça se voit que c'est numérique. Ils ont maintenant implémenté ça dans la vidéo. Je suis pas convaincu du tout du truc. Alors peut-être que ça s'améliorera, mais le problème déjà c'est que en fait ça vient détourer notre sujet et ça vient appliquer un flou tout autour d'une manière uniforme, alors qu'un vrai bokeh généré par un objectif, il va appliquer de plus en plus de flou, plus on s'éloigne du sujet. Donc il va y avoir vraiment un côté très progressif, ok, alors que l'iPhone c'est soit c'est net, soit c'est flou. Donc tu passes de l'un à l'autre, c'est on-off. Alors la plupart des gens débutants ou grand public vont se dire « Ah ouais, putain, je fais des images cinéma ». Mais nous on est des pros, on est exigeants, donc du coup le mode cinématique c'est paf, on le met en boule, poubelle, merci, au revoir. Du coup, forcément, qui dit capteur plus petit sur un smartphone, dit moins bonne sensibilité en basse lumière. Donc si vous faites des images, par exemple de nuit, en soirée, ça va beaucoup moins bien rendre, ça c'est une évidence, qu'avec un boîtier. Ensuite, forcément, le smartphone, vu qu'il a, on va dire, une automatisation assez avancée et ça a été simplifié dans les réglages par rapport à un boîtier pro, justement, si on veut paramétrer vraiment d'une manière poussée, ça va être plus compliqué. Pareil, dans les réglages, dans les codecs d'enregistrement, ça va être plus compressé pour faire des fichiers plus légers parce que forcément, les vidéos vont être enregistrées en interne sur notre téléphone. Donc, ça a été pensé pour que ça pèse pas trop lourd non plus. Et dernière chose qui est pour moi très importante aussi, c'est en termes d'ergonomie. C'est-à-dire que le smartphone, on va avoir quelques boutons autour, mais la plupart des choses vont se faire en tactile, alors que sur un boîtier, on va forcément avoir des boutons physiques. Et on pourrait se dire, ouais, en fait, plus on avance, plus on devient moderne et plus c'est le tactile qui est à l'œuvre et en fait on n'a plus rien à foutre des boîtiers physiques. Moi je suis pas d'accord avec ça. J'aime bien avoir mon boîtier, toucher mes petites molettes, ça fait des petits clics, c'est satisfaisant. Changer, cliquer, appuyer. Moi je suis comme un enfant qui doit faire mumuse et joujou sur des boutons, alors que sur le smartphone, je trouve que la sensation d'appuyer sur un écran tactile, elle est moins plaisante. Donc certes, pour le côté simplifié, c'est génial, mais voilà, pour faire vraiment un truc de pro où on a besoin d'être en confiance, je trouve qu'avoir un boîtier avec des vrais boutons, ça fait la différence. Alors la conclusion, en fait, je suis en train de me dire, je vais pas tout vous redire, je pense que vous avez clairement compris. D'un côté, je vous conseille de choisir le boîtier photo-vidéo. Si vous n'avez pas peur de mettre un petit peu les mains dans le cambouis pour progresser à prendre le mode manuel, là vous aurez vraiment des images de pro qui sont bien meilleures qu'avec un smartphone, tout en étant conscient que c'est un setup qui est un petit peu plus complexe à transporter et à lancer sur un tournage. Et de l'autre côté, vous avez le smartphone. Si vous avez envie de faire des images au format run and gun, sortir rapidement votre caméra, avoir des modes auto qui sont très puissants et avoir une image qui reste très pro, à condition, à mon sens, que vous passiez sur un iPhone parce que c'est vraiment la marque qui fait les meilleures caméras. Après, vous pouvez faire le choix comme moi d'avoir les deux, c'est-à-dire que j'ai le boîtier pour faire mes vidéos YouTube, les vidéos pour mes clients, et j'ai l'iPhone pour faire certaines prestats en format plus mobile et également mes vidéos de rando que je filme avec mon iPhone. Si tu veux savoir concrètement comment j'organise mes tournages, comment je gère mes prestations avec mes clients, découvrir mon process pour filmer, pour créer des histoires captivantes, donc toute ma réflexion de storytelling, bien sûr ma méthode de montage pour produire des vidéos qui envoient du lourd, je te partage tout ça dans les coulisses. Les coulisses, c'est ma newsletter où je t'envoie 2 mails par semaine pour te présenter l'envers du décor et tu verras également les coulisses de mon business, comment je démarche mes clients, les contrats que je signe avec eux et je t'emmène carrément avec moi sur mes prestations. Pour découvrir tout ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description. Alors par contre, je te préviens, je ne parlerai pas de ça. Allez, on se retrouve dans le prochain mail.